Chez nous, on ne s'ennuie décidément pas parce que ce ne sont donc pas des sujets à commenter qui nous manquent. Comment quelques sénateurs se sont-ils réunis pour soit déchoir leur bureau ou carrément attenter à la vie du président? Une liste non exhaustive a été fournie, mais on attend à ce que leurs immunités soient d'abord levées ou qu'ils soient jugés en procédure de flagrance. Kagame va-t-il nous envahir un jour? Il a donné quelques signaux, à la dernière cérémonie de prestation des serments des membres de son gouvernement. Il n'exclut vraiment pas l'hypothèse d'imposer sa loi s'il trouve que son pays n'est pas suffisamment en sécurité. Et puis on terminera éventuellement cette émission par le processus électoral. Faut-il déjà penser que Maponomi Ekosa les matin en 2023, préparer le moral des acteurs politiques pour aller au dialogue, ensuite se partager le butin, postposer les élections, les organiser quand nous aurons peut-être réuni les moyens. Bonjour ou bon après-midi, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez chacun. Et on espère en tout cas, on croise les doigts, que vous passerez un très bon moment de télé. Moment de télé, d'abord avec Manix Yenda Bofaya, qui est là. L'homme de bâtisseur de la RDC, c'est ça? Le volontaire de la République. Les volontaires de la RDC. Les volontaires de la République, ceux qui se battent pour construire, bâtir ou détruire. Comment ça va? Ça va très bien, Jean-Pierre Kayembe. Nous, on n'est pas dans la logique de ceux qui détruisent. Au contraire, nous sommes dans l'optique de bâtir, parce que notre hymne national nous a donné l'obligation de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et parfois, il faut commencer par détruire, on casse tout, on reprend. Non, mais s'il y a eu des gens qui l'ont détruit, qui ont détruit ce pays, je crois que le degré de responsabilité pourrait être endossé à ce genre-là. Moi, je suis de la nouvelle génération de ceux qui viendront, chacun avec sa brique des contributions, pour effectivement bâtir un Congo fort et un Congo prospère. Mais nous allons rebâtir le Congo avec des nouveaux paradigmes, avec des nouvelles valeurs, avec des nouveaux principes directeurs qui vont désormais baliser le chemin pour un nouveau Congo. Nous, le volontaire de la République, nous venons avec notre volonté individuelle et collective. Nous accompagnons le président de la République de manière indéfectible pour effectivement l'accompagner dans le but et le défi le plus majeur qui est celui de donner aux Congolais un Congo de prospérité, un Congo dans lequel nous serons dignes d'appartenir. Est-ce que Tata Mokonzi Moko Manix Yenda zali na logique wana ya kotonga Congo ya sika? Mais bien sûr que oui. Tobo sanaliso soute que Tata Mokonzi Mboka tanga zwaka bokonti. A plantaka un décor réparti sur 4 axes. À l'obéla Kilikambo, il y a création d'une société solidaire basée sur les valeurs de la concorde et de la solidarité, de l'unité et même de la fraternité. Ouais, les un discours. Non, mais justement, c'est ça. Tout commence par le discours, tout commence par la vision. Mais dans les faits maintenant. Les idées. Aujourd'hui, le président de la République est dans la logique, effectivement, de matérialiser les décors qu'il a implantés à l'entame de son pouvoir. Il a parlé de la croissance économique durable tout en posant le modèle du développement économique endogène. Il a parlé de la lutte contre le gabegie financier, concussion, détournement et toutes les formes de corruption. Mais on ne réussit pas à stopper les de la bonne gouvernance. C'est parce que le mal était profond. C'est parce que le pays était mort. Et nous avons le défi de ressusciter le pays, de réanimer l'État congolais afin justement de donner à la RDC une bonne santé socio-économique. Et ensemble, avec le président de la République, je pense, nous allons relever ces plus grands défis. Manix Yenda foncièrement, tu sais que dit ça lobi bazana na logique à Tata Mokozako Tonga et Kolo Yasika. À côté de lui, tous les deux sont juristes, avocats. À côté de lui, maître Elo Okito, qu'on a appelé à un moment donné Jonathan. Il ne veut plus de ses prénoms. Il se veut conservateur. Comment allez-vous? Très bien, M. Kayembe. C'est un plaisir de vous revoir et de revoir vos téléspectateurs encore une fois. On est content de vous recevoir ici. Surtout, notre dernière émission avait été saluée par plusieurs internautes qui pensaient qu'on a besoin, que le Congo actuel a besoin, il y a des jeunes Asika qui amènent des nouvelles pensées, qui ont une nouvelle façon de voir les choses et qui se montrent pratiques. Exactement, parce qu'aujourd'hui, M. Manix Yenda parlait tout à l'heure des nouveaux paradigmes. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération ne doit pas se leurrer. Il y a des gens qui font le Djalelo depuis 40 ans. Ils ne se limiteront pas sur les plateaux télé. Ils seront reçus par le président de la République et lui remettront un diplôme. Au nom de je ne sais quelle faculté, de je ne sais quelle université. Donc, lorsque les jeunes choisissent plutôt la voie du Djalelo,
qu'ils sachent que sur ce terrain-là, ils ont de très forts concurrents et de bien endurcis djalilistes. Nous avons choisi... Vous avez votre propre parti politique, en fait. Exactement, exactement. Tous pour le Congo, pour lequel Tous pour le Congo, oui. on a longtemps parlé sur ce plateau. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui un créneau à exploiter qui n'a jamais été exploité, c'est-à-dire des idées qu'on met en avant de prendre le pouvoir, afin de les appliquer au moment d'arriver. On a souvent eu les slogans, on a souvent eu les postures, parfois même qui s'avéraient en fait être des impostures, mais aujourd'hui, nous voulons avoir un programme clairement établi, des valeurs clairement définies, et aujourd'hui, un combat clairement mené afin de gagner le développement. Et ça, les idées, le président Tshisekedi en a. Les promesses, oui. Les idées, non. C'est quoi l'union? C'est quoi le progrès social? C'est quoi la démocratie? Dans un parti spécialiste en Kadiocha, vous savez très bien de quoi je parle. Kadiocha, c'est quoi le format, le mensonge? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée d'Ambo Kessé Koufa et une semaine après on achète une Maybach à 250 000 $? C'est ça la vraie promesse. On parlait une fois du pays des contradictions. On a un pays dirigé par un président, du moins socialiste, avec un train de vie ostentatoire. Je tiens par exemple à poser la question de savoir, on a vu le drame de Matadi Kiba là, on a vu, je sais pas, vous avez vu la première dame sur place? Sa fondation a reçu les familles des victimes, ça j'ai vu sur Facebook. Parce que c'est plus propre de recevoir les pauvres chez soi que d'aller vers eux. Je demanderais à quiconque de me présenter une image de notre maman, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, dans un marché de Kinshasa. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas et vous pouvez essayer de trouver. Parce que vous savez, les Gucci, les Chanel, c'est pas fait pour aller au marché. Mais maman a lancé des bons projets, genre Académia, le projet Académia, des bourses qu'on donne aux étudiants. Il n'y a rien qui soit aussi important qu'investir dans la jeunesse, dans l'éducation, l'instruction. Il n'y a rien qui soit plus important que la proximité. On est en Afrique, on est au Congo, on n'est pas... la première dame, ce n'est pas la première dame de France qui a cette... le rôle de la première dame, déjà, premièrement, n'est pas réglementé, parce que c'est ancré dans la mentalité. Tout à l'heure, vous parlez du président, vous disiez Tata Mokonzi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a ce paternalisme ancré dans nos mentalités, qui fait que le président, c'est le papa, et sa femme, à côté, c'est la maman. On parlait de Madame Olive Lembe, qui est arrivée première dame, je ne sais pas moi, à 28 ans, mais à 28 ans, on l'appelait déjà Maman Olive. Alors que c'était des gens qui étaient plus âgés qu'elle. Parce que quand vous êtes l'épouse du chef de... Je ne m'attaque pas à la première dame. Évidemment que nous respectons beaucoup maman. C'est aussi ma maman. Mais je pense que ceux qui sont avec elle devraient cultiver plutôt, résorber le fossé qui existe entre elle et la population. Vous ne la sentez pas proche de la population? Pas du tout. Je vous ai donné un exemple, Matadi Kiba, là... Elle a pourtant des bonnes initiatives qu'elle parraine de temps en temps, la littérature, l'éducation, vous avez un pays de 100 millions d'habitants. Vous avez un pays de 100 millions d'habitants et 80% c'est la jeunesse. Ces projets ne s'adressent pas à la moitié, voire même pas au tiers de ces 80%. Aujourd'hui, la littérature élitiste, elle est très élitiste. C'est les élites. C'est 2-3 poètes triés sur le volet et qui ont tous généralement le même profil. Profil, ils viennent, vous savez, quelque part au nord de l'Europe. Ils viennent généralement là, de là-bas. Donc c'est plus ça que nous voyons. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans les marchés. Ce sont des chégués. Il y en a. Il ne faut pas croire que les jeunes, c'est seulement ceux qui viennent sur les plateaux ici. C'est pas seulement ceux qui vont dans les salons au Rotana, à l'hôtel Rotana. Ce sont les jeunes qui demandent l'argent dans la rue. Ce sont les jeunes filles mères. Ce sont les jeunes filles désœuvrées dans les coins les plus reculés. C'est la maman maraîchère. C'est ces gens-là. C'est pour ces gens-là qu'on fait de la politique. Ça ne sert à rien pour moi de faire de la politique pour les gens qui ont déjà les moyens d'aller se payer une bouteille à 150 $. Maître Elo, merci beaucoup, Maître Elo Kito. Manix, vous voulez bien réagir à ce qu'il a dit? Sans doute, je vous ai vu regarder votre montre. Avez-vous à redire ou on peut passer à notre thématique principale? Non, je voudrais juste placer quelques petits accents de précision et même des responsabilités. D'abord, je commence par saluer le courage de ce jeune qui... Maître Elo. Maître Elo, qui aujourd'hui représente tout un parti politique de jeunes.
Je pense que... Tous pour le Congo. Tous pour le Congo. Ça, c'est d'ailleurs le registre de volontaires de la République. Moi, je suis dans cette logique-là. Parce que nous devons casser le mur qui freinait le jeune. Nous devons créer la rupture avec tous ces ménopausés politiques, tout le politicien de troisième âge et tout le vétéran politique qui aujourd'hui n'arrive pas à donner et à proposer des recettes thérapeutiques pour effectivement décanter le problème du Congo. Mais quand Maître Elo dit qu'il trouve que la première dame n'est pas très proche de la population. Non, mais ce qui est encore décevant, c'est que lui-même, il a dit que la première dame, en réalité, n'a aucun statut officiel, même pas dans la loi fondamentale de notre pays, la Constitution. Il a voulu jeter l'opprobre sur la première dame, tout en se référant à la première dame de l'ancien président de la République. La question est simple. On a tué Rossi Mukendi à balles réelles. Vous avez vu Madame Olive Lembe rendre visite à cette famille. On a tué de manière la plus atroce possible Floribert Chebeya, Fidel Bazana. Vous avez entendu Madame Olive Lembe rendre visite à cette famille. On a tué des gens partout dans tout l'étendue nationale de la RDC, Boudoudia Congo, Kamoina Tsapoué, etc. Juste pour vous dire, il ne faut pas confondre le statut de la première dame qui, du reste, est une personnalité privée. Mais attention. Bref, elle n'est pas obligée, la première dame n'est pas obligée de se montrer partout. Elle n'est pas obligée, mais au moins, nous sommes tous liés par un devoir d'humanisme. Lorsque il y a un drame qui dérange le Congolais, je pense que nous tous azimuts, nous devons réagir pour compatir et réagir surtout dans l'optique de pouvoir apporter des solutions dans le sens d'accompagner l'action du gouvernement qui viendrait effectivement pour apporter des solutions. Mais attention, comment on peut se plaindre de l'absence de la première dame dans une situation où le président de la République s'est rendu personnellement sur le lieu? Je ne comprends pas ces contrastes. Je ne comprends pas cette contradiction. Soit on a besoin que la première dame agisse pour le nom et pour le compte du président de la République, ou on veut que le président de la République assume ses fonctions au regard, bien évidemment, de la loi fondamentale. Mais c'est côté maternel qui manque quand même. Non, mais moi, je ne suis pas dans cette logique de gens qui font la politique tout en se référant de principes qui n'existent pas, ni dans la Constitution et ni dans le loi de la République. Je vous ai dit, Joseph Kabila, aujourd'hui, c'est pratiquement le responsable du sort de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que lui, en tant que président de la République, il a accédé dans le circuit du pouvoir tout en étant jeune de 29 ans. Mais malheureusement, Joseph Kabila a manqué de vision. Celle qui consiste effectivement à renouveler la classe politique tout en confiant les responsabilités politiques entre les mains de jeunes. Malheureusement, Joseph Kabila s'est entouré des ménopausés politiques, de gens qui étaient incapables de réfléchir afin de proposer des hypothèses. Ils sont toujours aussi importants. On ne va pas les envoyer vite en retraite. Ils sont toujours importants. Non, mais c'est comme ça que nous ils ont de l'expérience. Oui, ils ont de l'expérience, on ne le refuse pas. Mais attention, lorsque nous venons en politique, nous devons considérer la sphère politique comme un réceptacle dans lequel nous venons pour apporter des solutions aux problèmes de Congolais. La politique, ce n'est même pas une question d'expérience ou encore de background ou encore de niveau, si seulement on n'arrive pas à apporter des solutions. Merci. Regardez les parcours de tous ces grands, ceux qu'on appelle icônes politiques, les grandes personnalités politiques. Aujourd'hui, si on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? Je pense la question sera pendant l'obligation pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, de faire preuve des responsabilités, faire preuve d'un sens et d'un degré de responsabilité lorsque nous parlons de choses. Je vais vous accorder 4 minutes chacun pour commenter la première thématique à ceux qui nous regardent. Je vous rappelle que c'est Manix Yenda, président du groupe volontaire de la République, et Maître Elo Okito. Il est lui aussi président du parti politique Tous pour le Congo. L'un est tshisekidiste, l'autre est centriste. Opposant. Opposant. On n'est pas centriste. Et j'espère en tout cas que vous passez un très beau moment de télé, vous apprenez des choses, et vous vous sentez édifié. Manix, je voudrais commencer par vous pour ce premier tour de table. L'affaire coup d'État avorté. Enfin, ou coup d'État manqué. Avec, évidemment, ses ramifications. Beya qui passe sa 4e ou 5e journée maintenant, toujours dans les geôles de l'ANR. Il n'a pas encore été présenté à son juge naturel pour qu'il soit entendu sur des faits qui sont mis à sa charge.
Il est remplacé par son assistant principal, dont on ne connaît vraiment pas dont on n'a pas assez d'éléments sur son parcours. Les locaux du Service national de sécurité, du Conseil national de sécurité sont perquisitionnés. La présidence estime que les services de sécurité détiennent d'indices sérieux des manœuvres attentatoires à la sûreté de l'État. Et plus tard, c'est un groupe de sénateurs qui se seraient réunis, qui auraient comploté, on ne sait pas, contre Bahati. Il s'est passé beaucoup de temps ces dernières 72 heures, Manix. D'abord, sur cette question sur la tentative de coup d'État, c'est un spectre qui contient beaucoup de compartiments, parce que c'est une réalité qui crée d'autres réalités. Je voudrais faire un petit rétropédalage, tout en commençant par saluer, effectivement, le degré des responsabilités dans le sens de la communication, tel que présenté par la présidence de la République par rapport à la situation. Beaucoup de temps après. C'est dans le but de fixer l'opinion afin d'éclairer la lanterne. Mais on se souvient, Joseph Kabila à l'époque, il avait perdu son collaborateur le plus proche, de la manière la plus inacceptable. Je parle d'Augustin Katumba Mouak, un crash. Mais on n'a pas senti, à ce temps-là, le service de la présidence donner un communiqué officiel pour expliquer aux Congolais le contexte dans lequel ces vaillants Congolais étaient morts. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Mais oui, parce que je sais que dans cette émission, on reviendra à tout bout de champ sur les éléments comparatifs entre les régimes de Tshisekedi et les régimes de Joseph Kabila. C'est comme ça que je m'évertue effectivement à faire à tout bout de champ cet exercice. Mais on parle de la tentative de coup d'État. Moi, ma plus grande curiosité est celle de constater effectivement qu'il y a une sorte de silence coupable de la part de la classe politique, autant pour ceux de l'opposition politique, pareil pour ceux du pouvoir en place. On a tenté de porter atteinte à l'intégrité de la sûreté de l'État. On a tenté de tuer le président de la République et par conséquent d'extirper le pouvoir qui a été constitutionnellement garanti par l'expression, le cutus du peuple congolais. Mais on ne voit pas de gens, des démocrates. La classe politique est muette. La classe politique est muette. Y compris la population ne sent pas non plus l'engouement. Non, mais c'est parce que la population, par moment, s'emporte au gré de vagues de ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Si les leaders d'opinion se sont tués, à combien plus forte raison la population congolaise? C'est pas une désaveu, genre les gens n'en veulent plus. C'est un silence coupable. Vous savez, parce qu'on parle de coup d'État. Le coup d'État a toujours été précédé par quelques événements qu'on peut lire clairement aujourd'hui dans la société, notamment les événements aussi d'ordre politique, parce que le coup d'État politique existe aussi. Il vous souviendrez que nous avons vu ici dans ce pays le responsable d'une institution comme l'Assemblée nationale, autant pour le Sénat, menacer le président de la République pour les destituer. C'est cela, le coup d'État. On n'est plus dans ça. Bien au contraire, c'est le président qui a fait lui-même un coup d'État institutionnel. Permettez-moi, ce sont des événements précurseurs. Il vous reste une minute. Ce sont des événements précurseurs qui arrivent effectivement à la matérialisation d'un coup d'État militaire. Parce que moi, je me pose la question. Si aujourd'hui, ce coup d'État a été matérialisé, qui allait être le président de la République? Ces coups d'État allaient profiter à qui? Bahati avec à Martin Fayoulou? Bahati est avec vous. Bahati est dans l'Union sacrée de la nation. Oui. Bahati a déjà présenté son intention politique en mettant en avant-plan de son intérêt politique le président de la République comme le candidat de l'AFDC et allié. Bahati, c'est aujourd'hui un acteur politique qui fait preuve de sa sincérité, de sa loyauté et de sa fidélité aux côtés du président de la République. Vous avez entendu hier, sous la locomotive du président du Sénat, Bahati a conduit toute une délégation des sénateurs pour dire non à la tentative de coup d'État et ils ont... Et là, il ne s'agit pas de tentative de coup d'État, ça c'est lui-même qui est sur une pente expulsable. Mais vous avez épuisé vos 4 minutes, je vous en ajoute une. Comment expliquer que 5 jours après ces rumeurs, Kébé n'ait pas toujours été présenté à son juge naturel? Cela justifie le caractère costaud du dossier. Attention, Jean-Pierre Kaembe, il ne faudrait pas parler de la question de la sûreté de l'État avec beaucoup de légèreté. On parle de la sécurité du président de la République, on parle de la menace de la vie et de la fonction du président de la République. Cela constitue un dossier qui demandera des enquêtes sérieuses pour effectivement dégager des solutions idoines par rapport à ce problème. Maître Manix. Parce que si aujourd'hui les services de l'État, le service de l'ANER, autant pour la justice congolaise, n'arrivent pas à trouver des solutions définitives à ce problème, je crois que le danger reste avec nous.
On n'arrive pas à trouver des solutions définitives, mais on dit par contre qu'on a on est sur on a des éléments probants. On n'arrête toujours pas les complices. Le temps court. Tu sais s'ils vont se volatiliser dans la nature. Essaye-t-on de faire disparaître ou dissimuler quelques traces. Mais Maître Hilo, lui, il ne comprend pas le silence de la classe politique. Je lui ai opposé le silence également à la population. Il estime que tout devrait partir des leaders d'opinion. Est-ce votre avis? Premièrement, je profite de votre plateau pour saluer l'homme, je parle bien de l'homme, de François Béat, qui est un serviteur de la République. Je ne suis pas de ceux qui... Pas un pro-Kabila comme il est indexé là-bas. Je ne l'ai jamais vu dans un parti politique, je ne connais pas, je sais que c'est un serviteur de la République et je crois que la République, dont M. Yenda est volontaire, ne devrait pas jeter ses enfants avec l'eau du bain. Je pense que c'est un homme qui est un serviteur de la République et il convient d'être salué comme tel. Après, pour le dossier dont on a très peu d'éléments, j'entends... On a voulu attenter à la vie du chef de l'État. On a voulu. C'est qui on? C'est qui on? François Béat. Qui dit que c'est lui? Qui a dit que c'est lui? Parce que moi, j'ai suivi la communication du porte-parole. Nulle part, il ne dit que M. François Béat a attenté à la vie du chef de l'État. On parle des indices sérieux de culpabilité. Oui, justement... Vous le laisserez, vous... Il est juriste, il y a les indices sérieux de culpabilité, il y a la présomption d'innocence aussi. Aujourd'hui, on dit la classe politique n'a pas parlé de ça. Lorsqu'il y a eu le crash, dont l'enquête aujourd'hui, hein, on n'a jamais su ce que ça avait donné, le crash de l'avion présidentiel avec des familles éplorées à l'époque, et une voiture malheureusement, est-ce que la population avait attendu, parce qu'il y a eu un mouvement dans la ville ce jour-là, est-ce que la population avait attendu qu'un mot d'ordre quelconque puisse venir? C'était spontané. En fait, moi, je reviens sur ce qu'il disait en entame de l'émission. Il y a des nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, on ne doit plus limitiser la gestion de la République. C'est-à-dire ce qui se passait à Limité. On signe à Genève, vous brûlez des pneus. On fait un meeting à Lubumbashi, vous faites un carnaval, toujours à Limité. Là maintenant, c'est les parlementaires debout qui alimentent la République en insultes et en tout ça, sous l'œil complice ou coupable, pour reprendre l'expression, des mêmes services de sécurité ou des mêmes services pro-démocratie que nous connaissons aujourd'hui. Qui est aujourd'hui l'auteur de ce coup d'État? Je me pose la question. Après, si on nous présente un procès, on nous a dit que Kamer avait volé l'argent. Oui. Il n'y a pas eu la population qui a fait, il n'y a pas eu la classe politique qui a fait. On a vu le procès jusqu'à la fin. Si François Béat, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été effectivement coupable d'une quelconque forfaiture dans le cadre de ses fonctions, alors qu'il y ait un procès, public ou pas, mais qu'il y ait une condamnation à la fin. Moi, je me refuse de toucher à la présomption d'innocence de quelqu'un au motif qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais le temps qu'il passe à l'ANER, c'est vrai, Manix estime que c'est au vu le caractère sérieux du problème, la complexité qu'il a même. Est-ce qu'il n'y a pas risque que certains complices puissent s'évanouir dans la nature? Mais déjà, c'est ça, le fait de faire autant de publicité sur un auteur présumé. Si vraiment il est coupable, que font ses complices aujourd'hui? Ils partent dans le silence total. Et pourquoi on ne veut pas admettre que la faute de communication, elle n'est pas dans le chef des hommes politiques ou des leaders politiques ou de la population? La faute de communication, c'est ceux qui arrêtent quelqu'un sans preuve, sans rien, et que ça fuite sur les réseaux sociaux. Les images de son arrestation, pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'image. Donc je me suis dit, donc, c'est à ça que ça ressemble. Je n'ai jamais vu ça. Mais grâce à la communication saluée par M. Yenda, on a vu ça. On a vu à quoi ça ressemblait la déchéance d'un homme. Des gens qui ont pris ces photos auraient été arrêtés. Même Gaméré, au plus profond de l'abîme où il était, au moment où il est à la 4e rue, la première photo qu'on a de lui, c'est dans sa cellule de la prison qui est un lieu public. Ce n'était pas dans les bureaux du procureur, ce n'était pas dans la voiture qui l'emmenait. En fait, c'est magique la communication vue de M. Yenda. Il vous reste une minute, maître. J'espère que vous m'en ajouterez aussi. Bon, enfin, on va voir parce que je voudrais qu'on reste à temps égal.
quand il dit que le silence de la classe politique traduit une certaine complicité, il le dit à tort ou à raison? Déjà qu'on ne sait pas c'est qui les premiers auteurs, on va connaître les complices comment. Qui nous disent qui est l'auteur. Parce qu'on dit indice zéro de culpabilité. Ça, il faut attendre que les enquêtes aboutissent. Alors que les enquêtes aboutissent et puis on verra les complices. On ne peut pas me dire d'être complice parce que je préfère attendre. Mais pourquoi on n'a pas C'est quoi juste ce des coup voix d'état? qui se sont Ce jour-là, il y avait un match de foot dans la ville. Les gens suivaient leur match calmement. Mais après, ils pouvaient condamner. Oui, mais dans ce moment-là, lorsque moi j'ai vu, c'est comme hier, on s'est réveillé, on a vu une nouvelle, l'arrestation du président de la Cour. En fait, c'est la République des Kadiocha, la limétisation de la gestion. On se lève, on crée une rumeur, ça fait 6 heures sur les réseaux, et après... Donc quand moi j'ai vu François Béat être arrêté, je me suis dit, c'est encore une rumeur. Parce qu'on ne sait plus démêler le vrai du faux. La communication du porte-parole arrive 2-3 jours après. Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse dire dans un climat où tout le monde se dédie? Aujourd'hui, vous allez nous dire que c'est ça qui a été fait. Demain, on verra que c'est autre chose qui a été fait. Bon, moi, je vais m'hasarder parce que je suis un leader d'opinion. Vous pensez qu'il y a du sérieux, que c'est du lourd, ou il y a une petite dose de ce que vous appelez Kadiocha? Je préfère laisser la justice faire son travail. Je préfère respecter la justice qui a été déjà trop malmenée dans cette République depuis 3 ans maintenant, et même avant. Parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a eu beaucoup d'abus, etc. Et je ne veux pas être de ceux qui continuent à lapider cette justice congolaise dont on a besoin pour établir un État fort réellement prospère. Maître Okito, vous avez épuisé votre compte en antenne en parlant de la justice. Il est important de signaler ici le cas du député José Moufoula, arrêté à Goma avant-hier. Il a passé 24 heures dans les géodes de la cour militaire. Il a finalement été relaxé hier en début d'après-midi. L'autre cas, c'est celui d'un autre député, Jean-Jacques Mamba, un habitué de ce plateau qui est assiégé en ce moment par des éléments des forces armées de la RDC qui tiennent à le déguerpir. Pourtant, il dit être détenteur d'un document de justice qui lui donne raison dans ce bras de fer avec un inconnu. Mais on revient, messieurs, à ce qu'on appelle coup d'État. Enfin, au coup d'État raté. Après tout ce qu'on a entendu sur François Béat, hier, d'autres bruits, vous avez bien fait de rappeler, de signaler que le président de la Cour constitutionnelle est libre de ses mouvements. Évidemment, l'information avait été donnée par un autre député, Bernard Kayumba, qui est de l'Union Sacrée, que j'ai eu personnellement au téléphone avant de relayer l'information. Il m'a certifié que le président de la Cour constitutionnelle est aux arrêts dans une histoire qui n'a rien à voir avec le coup d'État. Mais bon, par la suite, il s'est avéré que c'était faux. Manix, l'autre coup d'État, c'est au Sénat. Enfin, je ne sais pas si on va appeler ça coup d'État. Des communicateurs de l'Union Sacrée envahissent les réseaux sociaux et disent qu'il y a un coup d'État qui se préparerait. Quelques sénateurs se sont réunis chez Kimbuta, certains par téléphone, ensuite même des sénateurs de l'Union Sacrée. Était-ce pour faire tomber le bureau Bahati ou pour attenter effectivement à la vie du chef de l'État ou à celle des institutions? Vous avez 5 minutes comme au premier tour. Merci beaucoup mon frère Jean-Pierre Kayembe. Avant même de revenir sur cette question du Sénat, laissez-moi quand même rappeler à mon co-débatteur le devoir des responsabilités lorsqu'on aborde la question sur la res publica, la question de la République. Ça ne sert à rien de faire ces modèles politiques de celui qui n'est pas avec nous et contre nous. La politique ségrégationniste, c'est parce que j'ai entendu, il est tellement dans l'option d'utiliser les termes le plus nocifs contre le régime du président de la République, chef de l'État. Je vous ai parlé des paradigmes. Je vous ai parlé commandant suprême des forces armées, premier magistrat, premier sportif, Dieu le Père. Laissez Manix aller jusqu'au bout. Je pense que ces débats-là allaient être un débat de haute portée parce que c'est un débat constitutionnel. C'est la Constitution qui appelle le président de la République père de la nation. C'est connu. Symbole de l'unité nationale, le garant de bon fonctionnement. Et donc, si vous estimez que cela constitue un pouvoir exorbitant pour le président de la République, d'où la nécessité d'entreprendre des initiatives sur la révision constitutionnelle au lieu de faire... Je l'applaudis. Non, mais finalement, on parle de quoi? Voilà. Il vient avec deux termes, le Moukwatombolo, le Kadiocha. Moi, je ne suis pas dans ces registres-là. C'est le langage de Okito, s'il vous plaît. Faisons quand même, c'est un débat aussi pédagogique. Je ne voudrais peut-être pas faire le débat de bas étage. Je suis venu pour édifier le peuple avec des informations aussi fiables.
Je vous ai parlé des éléments précurseurs qui arrivent à la matérialisation d'un coup d'État. Bien que vous m'aviez empêché, vous ne voulez pas... Je ne vous ai pas empêché, pardon, on était... Justement, j'ai parlé des coups d'État, des tentatives des coups d'État politiques. On en a vu avec les comportements des acteurs politiques. On a vu le comportement même des institutions judiciaires de la République qui menaçaient de mettre le président de la République en exécution. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre forme de coup d'État qu'on appelle le coup d'État économique. Mais comment se fait le coup d'État économique? Si nous sommes dans un régime où, aujourd'hui, nous qui prenons le bâton de commandement de la République, nous avons remplacé pratiquement un régime qui a géré les pays pendant plus d'une décennie, mais comment ces régimes-là a géré le pays sur le plan économique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer que le Congo n'a pas de banque avec des capitaux congolais? C'est-à-dire aujourd'hui, si les détracteurs économiques du président de la République essayent simplement de retirer, ne serait-ce que quelques capitaux qu'il y a dans de banques privées et non banques de l'État, effectivement, il y aura éclosion en termes d'économie bancaire dans notre pays. Aujourd'hui, regardez le comportement de certains acteurs politiques qui viennent même avec des spectacles de brandir des articles pour justifier effectivement la précarité sociale qu'il y a aujourd'hui, mais sans pour autant être capable d'expliquer aux Congolais que voilà, nous venons d'un tsunami économique qui crée des répercussions sur le plan social. Et, ça, ce sont des éléments... Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Vous savez le but? Vous savez le but? On ferait des Congolais des millionnaires. Vous savez le but? Le marché de passeports, vous savez le but, on sait. Le marché de permis de conduire, le marché d'entretien routier, tout ça. C'est à des expatriés qu'on donne. On ne donne pas ça aux Congolais. Connaissez-vous un seul marché gagné par un fils du pays? Non, mais depuis que vous êtes là. Vous voulez qu'on parle de quel marché? Aussi longtemps que, s'il vous plaît. Mais le marché public n'existe plus pratiquement. Daipel, qui était un moyen, une unité économique destinée à répondre aux besoins sociaux de Congolais, ce Daipel-là a été pratiquement détruit. Je parle encore de l'Orgaman, l'une des sociétés qui était là pour effectivement répondre aux déshydratats sociaux de Congolais. L'Orgaman n'était pas congolais. Non mais écoutez, mais aujourd'hui on a tout remplacé par des sociétés privées. Qui sont congolaises. Est-ce que vous savez aujourd'hui... Qui sont congolaises. Non mais je parle de sociétés étatiques. Je parle de sociétés étatiques. Orgaman n'était pas étatique. Non mais écoutez. Vous savez aujourd'hui, lorsqu'on parle de la fermeture de la société égale, vous savez des répercussions sur le plan social que ça peut créer pour un pays aussi à faible économie comme la RDC. C'est ça, en fait, la stratégie. C'est ça, en fait, les stratagèmes. C'est-à-dire, il y a des gens qui, aujourd'hui, travaillent dans la logique de faire en même temps de coups d'État politique, en même temps de coups d'État économique et en même temps de coups d'État social, juste pour... Non, mais attention, il ne faudrait pas nous imposer la règle de la politique machiavélique. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. La seule voie et le seul canal pour accéder au pouvoir, c'est la voie des élections. Égal, par exemple, aujourd'hui, si on me parle de coup d'État... Égal est asphyxié par les taxes. Ça, ce n'est qu'un alibi, on sait. A décidé de fermer. Ce n'est qu'un alibi, parce qu'on sait que le but, c'est pour désolidariser la population congolaise vis-à-vis de leur président de la République, afin justement de légitimer un quelconque coup d'État pour que ceux-là qui viendront prendre le pouvoir par la force soient légitimés par le cutus d'un peuple qui déjà exprime un désarroi social. C'est une société privée qui peut fermer quand elle veut. Jean-Pierre Kaembe, démocratie n'est allié ingrédient au bisoto adopté qui par la voie d'impact républicain. Oui. Nous devons conserver les patrimoines démocratiques de notre pays. Tikanga na lobango na lolenge oyo. Mais makambo bato nyonso ba kolinga basalela makambo ya coup d'état. Ba nyonso bazana ba intention. Ya kosala coup d'état ba yuma, ba faible d'esprit. Ngai tango naza ko insister à tout bout de champ sur la question du silence coupable des acteurs politiques parce que je me reconnais comme un acteur tout en ayant un ADN, une nature d'un démocrate. Pourquoi on attend les élections? Pourquoi on fait de débats sur les élections? Pourquoi on fait de débats sur les élections? C'est parce qu'on se considère comme le compétiteur du jeu démocratique. Makambo ya Sénat, qu'on appelle ça coup d'État, ou bien c'est juste un groupe de sénateurs frustrés qui en veulent à leur président? Bon, par rapport à tout ce que je sais en ce qui concerne le Sénat, le bureau du Sénat a lancé le communiqué relatif à certains sénateurs qui se sont retrouvés dans des différents conciliabules pour des intérêts de la compromission de la République. Et donc, quant au Sénat, de déposer les documents aux institutions indiquées pour effectivement que l'enquête soit faite, au lieu de rester sur de spéculations. Parce que c'est vrai, vous allez revenir sur ces débats autour de Modeste Bahati, qui n'a pas été voulu par certains sénateurs. C'est comme ça qu'on veut l'extirper du fauteuil de la présidence du Sénat. C'est cela le débat que vous voulez qu'on fasse. Et donc, si
vous pensez que ce débat-là est réel et que vous avez des éléments suffisants, vous n'avez qu'à le brandir sur le plateau pour qu'on fasse un débat aussi républicain. Et donc, moi, je pense, pour conclure, que Oignon va continuer. Parce que l'élo, il faut tout le bango boy. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Adolphe Mozitou, Martin Fayulu, tous, dans ce cas plus précis, devraient, autant pour Joseph Kabila, je l'ai d'ailleurs oublié, même si c'est un homme qui ne s'intéresse même pas de la réalité politique de notre pays, il devrait quand même se prononcer contre toute tentative de coup d'État parce que je le considère comme des compétiteurs de jeu démocratique et non d'un coup d'État qui ne serait surtout pas profitable à tous ces gens-là que je viens de citer. Maître Okito, quand vous suivez votre co-débatteur Manix, qu'est-ce que vous vous dites? Je voudrais répondre à la question sur ce qui se passe au Sénat. Dans ce pays, un président de l'Assemblée nationale et son vice nous ont dit qu'ils détenaient la liste des députés mutins, des députés rebelles. Et que, le cas échéant, il remettrait cette liste aux institutions compétentes pour que poursuite soit engagée. On sait tous qu'ils se sont dédits des mois après. Mais quand on balance quand même dans la presse qu'il existe des sénateurs, certains ont même été approchés par téléphone, qui essaient de comploter contre la vie des institutions, de mener un coup d'État. Vous, opposants, vous vous dites quoi? Je regarde ça avec beaucoup de délectation parce que ceux qui ont l'ADN de la démocratie, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, n'ont pas l'ADN de la tolérance, n'ont pas l'ADN du respect des initiatives et du respect de la liberté des uns et des autres. La liberté de réunion est consacrée par la Constitution. Des gens qui se retrouvent... Déjà, bon, regardez le scénario, comment il est grotesque. Hein. Vous avez Matata qui va chez Kimbuta. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils se sont dit dans ce salon, connaissant leur rapport, mais bon, bref, il faut plus en rire qu'autre chose. C'est surtout cette démocratie où vous devez dire du bien de nous, mais nous ne nous priverons jamais. La première preuve de démocratie, si vous voulez, chers frères, rassembler les Congolais, faites taire les parlementaires debout qui insultent les gens à longueur de journée le matin. Parce qu'ils parlent au nom d'un parti politique. Oh là là. Ils ne parlent pas en leur nom propre. Le jour où moi je verrai ce monsieur qui a insulté les métis, qui a insulté chaque opposant en a eu pour sa dose, y compris les femmes. Je me souviens de la présidente Mabunda qui avait été insultée copieusement devant un siège d'un parti sans que n'en soit suivi la moindre sanction. D'ailleurs, ces gens-là sont élevés, je crois qu'ils reçoivent des voitures et ils reçoivent des postes où ils peuvent tourner leurs chaises dans un bureau climatisé. Ce sont leurs propres propos. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, personne n'a condamné le coup d'État, ils sont coupables. Il demande à ce que Kabila et les autres prennent clairement position. Martin Fayulu a perdu une députée hier. Vous avez vu un communiqué de l'UDPS? Moi, je me souviens. Oui, c'est une élue de la République. Vous êtes un volontaire de la République. Lorsqu'une élue de la République meurt, les partis politiques qui compétissent, puisqu'il faut parler des compétiteurs de jeu, font preuve de cette élégance-là. On est adversaire, mais pas ennemi. C'est ça. C'est la première leçon que j'ai apprise justement de mon frère ici à côté. Mais est-ce que vous avez vu un communiqué d'un seul parti politique de l'Union Sacrée? Non. Parce que c'était la suppléante de Martin Fayulu. Vous avez divisé les Congolais dans cette limétisation où eux-mêmes déjà n'étaient pas capables de se mettre ensemble. Vous voyez UDPS qui basse à côté, UDPS Tshisekedi. On n'a jamais su qu'est-ce qui différenciait ces deux UDPS-là, mais on sait qu'ils ne sont pas dans la même enceinte. C'est ça. La République qui est dirigée aujourd'hui. Ce n'est plus le rassemblement, comme il a failli. C'est la division systématique. C'est la République divisée du Congo qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est vrai, toute tentative de coup d'État doit être condamnée. Et nous la condamnons. Merci. Je profite de l'occasion pour condamner. Merci. Ce que je ne veux pas, c'est que dans cette condamnation, que je m'emporte et que je porte atteinte à la présomption d'innocence. Je préfère que la justice, parce que l'état de droit, ce n'est pas seulement le droit de l'État face aux citoyens, c'est aussi le droit des citoyens face à l'État. On parle aujourd'hui des sénateurs, mais on parle, je voudrais profiter, j'espère que vous serez indulgents avec moi de ce côté, pour parler de la société égale. Je tiens à adresser une pensée à toutes ces familles, à tous ces hommes et femmes qui vont perdre leur emploi parce que leur État n'a pas su protéger une société congolaise au motif que la tête ou son appartenance dérangerait. Je pense aujourd'hui, vous avez fait une émission avec moi, je vous ai parlé du programme de mon parti qui est axé sur la préférence nationale. Il dit qu'il n'y a plus de marché public. L'ARMP fait quoi dans ce pays?
l'histoire des maisons préfabriquées. Je vous avais posé la question ici. Est-ce qu'on ne pouvait pas donner ce marché à des maçons congolais, à des sociétés congolaises? La maquette de 180 000 $ du grand marché, encore un autre éléphant blanc. Vous avez parlé des bâtisseurs, mais qui détruisent avant. On peut illustrer ça par le marché central aujourd'hui. La maquette de 180 000 $. Qu'en est-il? Mais pourquoi on a donné ça à des Français alors que le marché est une conception purement africaine? On aurait pu faire profiter nos entrepreneurs locaux. Vous avez aujourd'hui Egal qui est condamné à fermer ses portes. Ça aurait été un scandale dans n'importe quelle autre démocratie. Ça aurait été un scandale dans n'importe quelle autre république. Vous savez, la république... C'est jusqu'à 10 000 employés. La république, ce n'est pas les partis, ce n'est pas un individu. Je ne peux pas être pour la République et être soutien indéfectible d'un individu parce que les individus passent et les institutions restent. Et la démocratie fait que, en tant que corps volontaire de la République, je sois en même temps dans la défense des droits de Hello Okito, opposant, que des droits de M. Tshisekedi, président commandant suprême des forces armées, grand président du CEAC. Je ne sais pas si je pourrais continuer si j'aurais assez de temps. Arrêtez-vous. Je m'arrête là, je vous laisse la responsabilité. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de République et laisser faire la fermeture d'Egal en disant qu'il n'y a plus de marché public. Non. Il y a un marché congolais aujourd'hui qui doit être dompté par les citoyens congolais, par les consommateurs congolais et par les entrepreneurs congolais. Et l'État, en tant que premier pourvoyeur de financement ou de marché, on va dire, c'est l'État aujourd'hui qui donne le plus gros. Dans un pays en reconstruction comme le Congo, l'État vous octroie la quasi-totalité des marchés publics. L'État, aujourd'hui, a failli. L'État a failli. En parlant d'Egal, ça fait jusqu'à 10 000 employés qui sont contraints de se tirer chez eux en ce moment. L'entreprise dit être asphyxiée par des taxes, mais aussi des considérations politiques. Tout ça parce qu'on ne veut pas, peut-être de la tête de l'un ou de l'autre. Bien. On va prendre la dernière thématique. On prendra 5 minutes chacun pour ça. Et peut-être 3 minutes pour la conclusion parce qu'on voudrait nous arrêter à 60 minutes. Manix, le processus électoral. Avec ce que d'aucuns considèrent comme étant le lit que M. Kadima lance, le ballon d'essai, en vue de l'extension du mandat du président Tshisekedi. Clairement, quand on voit les contraintes évoquées, qu'on sait que facilement ces contraintes peuvent être balayées, on trouve qu'il manque tout juste la volonté d'organiser les élections en 2023. Et on sent que la classe politique se prépare à dialoguer. Il faudrait qu'on anticipe parce qu'on a assez parlé de ces contraintes légales, contraintes économiques, contraintes logistiques, tout ça. Même si on sait qu'on a assez d'argent et qu'on a la majorité où on peut balayer en un temps record certaines contraintes. Sommes-nous en train d'aller tout droit, Manix Yenda, vers le dialogue? 4 minutes et demie. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Avant même d'arriver sur ce point-là, aussi important parce qu'on parle des élections, je voudrais féliciter, même si le discours a été très fantaisiste de mon co-débatteur, lorsqu'il parle de la République. La République, c'est aussi faire l'opposition tout en reconnaissant l'autorité publique établie. La République, c'est aussi reconnaître la mission régalienne de l'État, en l'occurrence la mission gendarme et la mission providentielle. La République, c'est aussi faire preuve de l'honnêteté politique lorsque autrefois, vous en tant qu'opposant, vous avez décrié le manque de justice sur l'affaire Rossi Mukendi et qu'aujourd'hui, la justice est rendue, le reconnaître, ça s'appelle la République. La République, c'est aussi le fait que nous avons réclamé justice sur le sujet de Floribert Chebeya, qu'on n'a pas obtenu dans le temps passé et qu'aujourd'hui, la justice est rendue, le reconnaître, ça s'appelle aussi la République. Est-ce que les morts de Matadi Kibala, c'est aussi la République? La République, c'est le fait que le président de la République descende sur le lieu sans apporter de solution, annonce la fermeture du marché, mais qui n'est pas effective. Vous avez parlé c'est aussi ça la République. Vous avez parlé de l'ADN de la démocratie en termes de tolérance. Fait preuve de cela et ça sera. Non, c'est un échange. Ça peut être un échange, c'est un échange. Mais bon, on vous laisse le temps. Manix Yenda, vous avez le temps. Parce qu'on parle moi je ne veux pas faire la collision verbale avec mon frère. C'est un jeune que je salue. D'ailleurs, en termes de dextérité intellectuelle, nous avons besoin de jeunes. Le respect est partagé. Nous avons besoin de l'admiration aussi. S'il vous plaît, nous avons besoin de jeunes qui viennent proposer des paradigmes en termes des idées. Parce qu'en termes des idées et en termes de vision, je pense qu'il n'y a pas de différence entre le vieux et le jeune. En parlant de la CENI, je pense que le président de la CENI a été responsable lors de sa communication, lorsqu'il s'adressait en même temps de ses partenaires
aussi actif que ce partenaire passif. Lorsque je parle de partenaire actif de la CENI, j'ai fait allusion effectivement, premièrement, du gouvernement de la République qui intervient essentiellement sur la question de financement des élections et sur la question de la sécurité électorale. Je parle aussi des compétiteurs de la scène démocratique, nous en tant qu'acteurs politiques, autant pour les opposants, autant pour la majorité au pouvoir. Et le président de la CENI s'est adressé aussi à tout le peuple congolais. Mais le premier bémol que nous devons mettre comme accent des précisions sur ce débat, d'abord, il faudrait savoir que la feuille de route ne doit pas être confondue à un calendrier électoral. Cette feuille de route présentée, telle que présentée par le président de la CENI, a été justement une façon de présenter la trajectoire en termes d'évolution, en termes de processus, pour se rendre compte effectivement de défis auxquels nous sommes confrontés. On attendait le président un chronogramme, on attendait non, mais le calendrier électoral viendra. Le président de la CENI a fait effectivement tirer la sonnette d'alarme. Il a rappelé la responsabilité du pouvoir en place pour effectivement mettre un peu de moyens afin de nous permettre d'organiser les élections en 2020. Est-ce que les contraintes telles qu'évoquées ont lieu d'être? Quand on dit qu'on n'a pas d'argent... Il a parlé de trois contraintes. Il a parlé de contraintes financières, il a parlé de contraintes politico-juridiques et en même temps, il a parlé de contraintes sécuritaires. Parlons de contraintes financière. Je vous ai dit que le premier partenaire de la CENI, c'est le gouvernement en ce qui concerne le financement des élections dans notre pays. Surtout que nous avons opté pour le modèle d'une CENI qu'on appelle la Commission électorale nationale indépendante. Le financement, on a beaucoup d'argent en ce moment. Cet apanage-là relève effectivement de la compétence du gouvernement. Aujourd'hui, aller vers le ministère de Budget, aller consulter la documentation par rapport à la ligne budgétaire qui existe. Et vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans le respect de la ligne budgétaire par rapport à l'affectation de fonds prévus pour la CENI. Aujourd'hui, au niveau du ministère de Budget, on parle en termes de 500 millions de dollars déjà prévus pour l'organisation des élections. D'où la nécessité, effectivement, pour cette déclaration-là du président de la CENI pour dire au gouvernement, faites encore des efforts. Parce que dans la procédure normale d'affectation, tout en respectant la chaîne des dépenses, la procédure de chaîne des dépenses, il a été prévu que chaque année, la République décaisse une bagatelle financière en termes de 200 millions de dollars. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà dans une bonne logique parce qu'on suppose, la première année, nous avons... prévu, mais pas encore décaissé. Non, mais c'est parce que la CENI n'a pas une caisse de gestion, de financement public des élections. Ça peut être mis, c'est des fonds qui peuvent être logés dans son compte à la banque centrale. C'est à la banque centrale parce qu'il s'agit des fonds publics de l'État. Okay. Et donc, le gouvernement déploie des efforts en s'appuyant sur sa méthode de gestion sur base caisse, cette méthode financière qu'on a toujours utilisée pour renflouer assez d'argent dans le trésor public de l'État, autant pour organiser les élections, autant pour répondre aux problèmes politico-socio-économiques du peuple congolais. Mais ce qui est rassurant dans tout ça là, c'est quoi? Nous avons tous entendu le président de la République dire haut et fort. Lui est considéré comme le pouvoir placé au sommet pyramidal de toutes les institutions de la République. Vous avez largement dépassé votre temps d'antenne. On l'appelle premier citoyen de la République et le premier citoyen de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions de la République, les protecteurs même de la Constitution, nous a dit haut et fort qu'en 2023, nous aurons les élections. Et donc, point n'est besoin de s'inquiéter aujourd'hui au lieu de s'apprêter, nous en tant que machine politique, pour se préparer aux élections afin, si vous voulez, de remplacer Félix Tshisekedi par de voie le plus démocratique possible. Bien. Au lieu de rester sur un bonus des inquiétudes éternelles qui n'apportent pratiquement rien. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Maître Elo Kito, au regard de ces contraintes présentées par le président de la commission électorale? Je n'ai même pas abordé la question sur les contraintes sécuritaires, les contraintes politico-juridiques, parce que le vrai débat aussi porte sur la réforme électorale et ainsi de suite. Ça ne vous empêche pas d'organiser des fêtes à longueur de journée. Ça ne nous empêchera pas de dormir. Je pense aujourd'hui que la première contrainte, c'est lorsque je vois que l'arbitre est plus défendu par une équipe que par une autre. C'est ça, moi, la première contrainte que je vois. L'arbitre, c'est qui dans ce cas? L'arbitre, la CENI, c'est un arbitre. Par définition, c'est un mélange entre les acteurs politiques, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est présenté, entre les acteurs politiques de tous bords et de la société civile, pour qu'ensemble, ils puissent arbitrer des compétitions électorales. Aujourd'hui, je vois que les défenseurs de la République, les volontaires de la République prennent à corps et âme la défense de la CENI, qui, je crois, a un service de communication totalement aphone à ce niveau-là. Je pense que je ne me verserai pas dans la posture, parce que c'est ça qu'on attendrait de nous apparemment, qu'on puisse dire qu'on est contre ou qu'on est pour. Je pense qu'aujourd'hui, je veux plutôt être dans le réalisme. Je pense, et j'ai salué
certaines propositions qui consistent à ce qu'il y ait un fonds mensuel qui soit dégagé pour l'organisation de ces élections. Je tiens à rappeler que le 10 décembre 2021, je me souviens parce que c'était l'anniversaire de ma fille, M. Tshisekedi a annoncé devant ses homologues, en commençant par le président américain, qu'il en allait de la crédibilité de son pouvoir si les élections ne s'organisaient pas. Bon, après, dans un pays qui a été habitué à des promesses dont on n'a jamais su l'issue, je préfère ne pas placer ma confiance dans ces mots. Est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle volonté en face de conduire ce processus à bon port? Est-ce que c'est une question de volonté ou ça sera une question de responsabilité? Ils sont obligés parce que la Constitution l'exige et parce que le contexte politique congolais l'exige, etc. On sort de la première alternance pacifique. Il ne faudrait pas donner l'occasion aux détracteurs de la passation civilisée, on parlait tout à l'heure du coup d'État, de trouver les arguments nécessaires, comme en Guinée, comme ailleurs, de trouver les arguments nécessaires à une prise du pouvoir par la voie des armes. Est-ce qu'on pourrait se servir de l'exemple Kabila? Vous avez encore 2 minutes et demie. De l'exemple Kabila qui n'a pas organisé les élections en 2016, qui s'est servi, je crois, de l'un des articles de la Constitution pour se maintenir jusqu'en 2018. Dans la République de la division qui est prônée par nos amis au pouvoir, il y a aujourd'hui le fait de refuser le mérite à certains hommes, comme Joseph Kabila. Je prendrai un exemple tout clair. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des coups d'État à la chaîne. La véritable raison, c'est que la zone CEDEAO n'a plus de patriarche qui, à la fois, maîtrise le côté militaire et le côté démocratique, le côté électoral ou politique, on va dire. Il y a eu Compaoré qui est tombé, qui était un ancien militaire. Il y a eu Jerry Rawlings qui était un peu l'exemple même parfait du militaire qui construit une démocratie solide. Mais il y a aussi en parallèle des Macky Sall, tous les chefs d'État que vous voyez, les Fornia Sibé, etc. Ce sont des chefs d'État qui n'ont jamais pris les armes. Ça veut dire qu'ils étaient quelque part désorientés. Conséquence, aujourd'hui, lorsque vous avez par exemple le rebelle au Mali, le rebelle en Guinée, celui au Tchad soutenu par Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, vous avez le monsieur au Soudan, ils ont tous le même profil, ils ont fait les mêmes académies militaires, mais ils ne sont... Qui va leur parler pour les écouter? Aujourd'hui, nous avons la chance dans ce pays, nous avons un homme qui connaît les armes et qui connaît le pouvoir au sommet et qui connaît la passation du pouvoir. Mais parler de lui ou se référer à lui vous ramènerait dans une posture où vous n'avez plus le droit de citer dans certaines communes de Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque vous avez... Vous atterrissez. Lorsque vous avez... J'espère que j'aurai aussi quelques temps. Je vais accorder 2 minutes à chacun pour la conclusion parce qu'on a vraiment fini. Le calendrier électoral aujourd'hui est fait en fonction de qui? Est-ce que les acteurs ont été consultés comme ça se faisait à l'époque? Ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des discussions qui se faisaient. Il y a toujours eu un cadre de concertation. Est-ce qu'il y a eu ce cadre-là? Non. Ça veut dire que lorsqu'on arrivera au moment fatal où il faudra annoncer, ne soyez pas surpris, cher Manix, de ne pas m'entendre soutenir la CENI et ne me critiquez pas en disant que c'est un silence coupable. Parce que le silence coupable, c'est maintenant. Au moment où vous faites une feuille de route sans nous expliquer quand viendra le calendrier. Au moment où vous faites une feuille de route sans nous expliquer très clairement comment vous aurez les financements et par quel montage financier. Du moins, pour la partie publique, on aura le financement. Mais entre-temps, vous avez, plus important, vous avez les Jeux de la francophonie qui vous attendent. Je vous souhaite de bien vous amuser. Les jeux qui ne se tiendront plus au mois d'août, tels qu'initialement annoncé. On va se quitter par là. Moi, 2 minutes à conclusion. On peut ramasser soit tout ce qu'on a dit ou commenter notre sujet de son choix. Le sujet sur Kagame, je le réserve pour une autre émission. Manix, vous aviez commencé, vous terminez. Merci beaucoup Jean-Pierre Kaembe. Je voudrais, dans mes 2 minutes qui me restent, plutôt parler de notre programme d'action dans le cadre de Volontaires de la République, parce que nous sommes en train d'élaborer d'ici peu, nous allons vous convier à une grande rencontre pour la présentation d'un programme qu'on appelle le rêve communal, parce que notre vision est axée essentiellement sur la gestion des entités territoriales décentralisées, parce que nous,
au-delà du fait que nous percevons le pouvoir dans un sens horizontal, mais nous regardons le pouvoir aussi dans un sens vertical, parce que le pouvoir vient du centre de la province et au niveau local. Et là, nous allons présenter effectivement le modèle des leadership pour la gouvernance locale et faire voir à la communauté, tant nationale et internationale, que les communes peuvent être considérées comme les véritables unités économiques pour le développement de la RDC. Par là, nous allons effectivement vous démontrer qu'il est possible, à travers notre programme qu'on appelle le rêve communal, de faire doter à la commune d'un budget de plus de 500 millions de dollars, tout en restant scotché par les différentes ressources financières qui existent. Parce qu'au-delà des ressources propres de la commune, taxes et impôts, au-delà de 10% de taxes, de caisse nationale des péréquations, au-delà de la taxe générale pour le développement des entités territoriales décentralisées, les communes ont aussi les ressources exceptionnelles qui permettraient effectivement aux dirigeants qui ont de la capacité managériale de pouvoir faire développer la commune en pouvoir créant de contrats de développement. Pourquoi pas avec la Banque mondiale? Pourquoi pas avec le Fonds monétaire international? Pourquoi pas avec la BAD pour effectivement faire développer la commune? Nous allons démontrer qu'il est possible avec notre vision de créer des écoles communales, de créer des hôpitaux communaux avec une méthode de politique de santé publique de proximité, tout en mettant dans chaque quartier des ambulances médicalisées pour effectivement intervenir sur les questions d'urgence médicale. Et donc, nous avons tout un grand projet par rapport à ces rêves communaux. Nous allons convoquer un grand rendez-vous d'échange républicain. Et effectivement, il y aura des questions. Nous allons aussi convier cette même invitation à nos amis de l'opposition dans le sens de pouvoir renforcer les idées pour échanger parce que le Congolais veut le changement qui commence de la base vers il faut le faire, même si c'est un rêve. Quelqu'un a dit que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même. Les États-Unis d'Amérique ont un rêvé, il y a un rêve américain qui existe, pourquoi pas au Congo. Les Arabes ont rêvé, ils en sont Tout commence par les idées. Évidemment. Maître Okito, vous avez également 2 minutes pour votre conclusion. Je tiens à remercier M. Yenda Manix pour son invitation et je lui promets de l'honorer. Je pense que ce genre d'échange, c'est de ça qu'on a besoin et qu'on a assez parlé de politique, comme on disait lors d'une émission précédente, et qu'il est temps de parler développement. Je pense, j'en profite aussi pour annoncer que mon parti travaille sur une réforme de la loi la loi Sesanga, qui porte sur les entités territoriales décentralisées, parce que nous considérons que politiquement, ces entités aujourd'hui ne sont pas structurées politiquement de manière efficace pour permettre le développement. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de multiplier les dirigeants des communes et de multiplier les dirigeants, vous savez, le conseil urbain, conseil communal au sein d'une commune, etc., ou au sein d'une chefferie, tout ça pour que le salaire des uns puisse être opposable ou opposé au développement des autres. Donc c'est une proposition de loi qui interviendra avant la session parlementaire bientôt, et j'espère que j'aurai, du moins, si pas le soutien, l'oreille attentive des volontaires de la République, parce que c'est tout ce que nous sommes tous ensemble. Évidemment. Comme moi, je suis tous pour le Congo, lui, on est volontaires de la République. Donc, je pense que c'est comme ça que nous voulons faire de la politique aujourd'hui. Et pour ce qui est de la République, je pense qu'aujourd'hui, la République serait en danger si nous nous taisons sur les vraies questions. Mais si nous fermons les yeux et si nous emportons dans le flot de la polémique quotidienne, comme j'ai parlé tout à l'heure de Kadiocha, on se réveille un matin, c'est Kabound, un autre soir, ça sera Kamere, l'autre fois, c'est François Beya, hier, c'était Mamba, aujourd'hui, c'est le président de la Cour constitutionnelle, et après, ça sera Bahati. On va passer 5 ans en train de parler des défections, des réflexions, mais jamais de développement. Aujourd'hui, il est temps, moi je suis d'avis que si les volontaires de la République peuvent, par exemple, proposer à leur autorité morale d'interdire les poses de première pierre qui sont aujourd'hui les plus grands Kadiocha qu'on a vu de la République. Si Gentini Ngobila continue à faire ces prises Bon, déjà la ville, je ne voudrais pas parler de ça parce que cette ville n'est pas gérée. Vous savez, quand vous êtes entré dans une maison et que vous trouvez des décorations de Noël en février, ça vous dit comment cette maison est entretenue. La ville de Kinshasa aujourd'hui n'est pas dirigée. Il faut aujourd'hui lui dire. Aujourd'hui, le Congo est mal dirigé. Il faut aujourd'hui le dire. Courage ou pas courage, avantage ou pas avantage, intérêt ou pas intérêt, ce qui prime par-dessus tout, c'est la République et ce qu'on en laissera à notre progéniture. Mais évidemment, ce qui prime, c'est la République. Ici, la République est au cœur de tout ce que nous faisons. Merci à tous les deux. J'estime que les téléspectateurs ont bien passé un bon moment de télé. Manix Yenda, les volontaires de la République, Maître Elo Okito, tous pour le Congo. Merci d'être venus. Merci de nous avoir invités. Merci. Merci également à vous qui avez regardé ce programme, je l'espère bien avec délectation.
Je vous retrouve au courant de la journée pour d'autres productions sur notre chaîne. Si vous êtes abonné, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas encore, faites-le. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Salut!